Bien, on va reprendre notre matinée. Et donc, pour terminer celle-ci, nous allons écouter donc Sandrine Mini, qui est directrice des éditions Syros et Lagrume, et qui va nous parler donc, des éditions Syros depuis ces 40 dernières années. Vous l'aurez constaté, que 40 ans d'ouverture aux autres cultures, je cite le titre de l'intervention. Je suis très heureuse d'écouter, de participer à ce colloque en tant que spectatrice ce matin. Je n'ai pas pu le faire hier, hélas. Mais ça me rappelle beaucoup de choses, parce que c'est vrai que j'avais le pacte, j'ai eu la chance de la rencontrer. L'Heure Joyeuse, je crois que c'est la première bibliothèque dans laquelle je suis allée pour aller interroger des bibliothécaires pour un mémoire de lettres modernes sur la littérature jeunesse, et à mon époque ça n'existait pas, c'était une des premières à faire ça, la Sorbonne. Donc et je trouve ça absolument passionnant, et c'est sans doute pas un hasard si la maison d'édition Syros m'a plu tout de suite. Donc je suis Sandrine Mini, je m'occupe des éditions Syros depuis 20 ans maintenant. J'ai travaillé avant chez Autrement Jeunesse, et puis avant chez Mango Jeunesse, et avant chez Albin Michel Jeunesse, depuis très longtemps, la littérature de jeunesse, qui est une passion pour moi. Et Syros, en fait j'ai fait mon premier stage chez Nathan et mon deuxième chez Syros, il y a très très longtemps. Donc je connais un petit peu cette histoire, j'ai rencontré des personnes qui ont beaucoup donné pour cette maison, et je suis honorée cette année, enfin l'année dernière on a fêté les 40 ans, et c'était quand même le moment de revenir sur cette histoire, et notamment sur cette histoire du plurilinguisme et de l'ouverture aux autres cultures, qui est vraiment le démarrage des éditions Syros. Donc on a fêté les 40 ans, on a parlé des livres engagés de Syros, du polar évidemment qui fait partie de l'ADN, mais de l'imaginaire, et également de cette ouverture aux autres cultures dont il est question aujourd'hui. Donc c'est une longue histoire, puisque Syros est né grâce à Suzanne Buquier, dont je vais vous parler un tout petit peu plus longuement. En 1984, le premier livre Syros, c'est celui qui est là, et qui est écrit par Suzanne Buquier, qui s'appelle Écriture dans l'histoire et par les contes, et qui est une découverte du monde à travers les différentes graphies qui est proposée par Suzanne Buquier. Je vais y revenir. Ensuite, on a eu Copain de classe, dont on parlait à l'instant, avec Yann Chénouf de Germaine Finistère, qui a été une grande figure des éditions Syros, qui a proposé des collections de romans qui allaient permettre de découvrir comment vivaient les enfants et les adolescents dans le reste du monde. Parole de conteur avec Ilona Zanco, qui est une autre manière de s'intéresser au monde, grâce au travail des conteurs du spectacle vivant, qui ont été racontées les histoires qu'on raconte partout dans le monde. Et puis le tour du monde d'un conte, j'en dirai un tout petit mot rapidement. Type Tong, qui est beaucoup plus récent, et puis depuis 2020, partenariat avec Dulala, dont on parlera aussi, qui est une association qui fait un travail qui est très proche du travail de Syros à ses débuts. Donc Suzanne Buquier, on n'a pas entendu son nom ce matin, c'est une personne qui arrive un peu dans cette mouvance de l'émergence de la littérature de jeunesse, et notamment avec cette conviction que la connaissance réelle d'un peuple et de sa culture passe obligatoirement par la connaissance de sa langue, qui peut traduire la subtilité de la pensée d'un peuple. Et donc les premiers livres Syros sont des livres bilingues, trilingues. Alors je vais vous lire quand même, c'est pas très long, le petit texte que j'avais publié dans la revue des livres pour enfants pour lui rendre hommage quand elle est décédée. Donc voilà. Donc Suzanne Buquier nous a quittés le 2 décembre 2016, à l'âge de 88 ans. Son parcours, ses idées, son audace, les livres qu'elle a publiés ont été et sont encore pour Syros et pour bien d'autres une inspiration. Grâce aux archives Syros, aux témoignages de ceux qui ont eu la chance de travailler avec elle, un grand entretien mené par Jean-Pierre Dargaud, ou encore aux archives du CRIDJ ou du Bulletin des bibliothèques de France,
Voici un portrait de celle sans qui Syros ne serait pas Syros. Suzanne Buquier appartient à la génération qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. C'est après avoir traversé la période de la guerre d'Algérie qu'elle prend conscience que durant ses études, on ne lui a jamais parlé des autres. Suzanne Buquier, dont le père était typographe orientaliste, mais ne parlait pas les langues, décide d'apprendre l'arabe et fait une découverte fondatrice, la connaissance réelle d'un peuple, c'est ce que j'ai cité à l'instant, et de sa culture passe obligatoirement par la connaissance de sa langue. Alors, diplômée de l'école de langues orientales vivantes et documentaliste, Suzanne Buquier mène un travail d'alphabétisation avec des travailleurs maghrébins, puis se spécialise avec le groupe des Amis de l'Arbre à Livres dans la conception de livres jeunesse et de jeux d'initiation pour découvrir les différentes cultures. Cette association, qui voit le jour dans les années 1980, réunit des pédagogues, des auteurs et autrices, des illustrateurs et illustratrices de divers pays. Et c'est Suzanne Buquier qui crée la librairie internationale de jeunesse L'Arbre à Livres. En 1984, un accord est passé entre Syros et cette association, et c'est la fondation pour Syros de son secteur jeunesse, dont le premier projet est donc de s'ouvrir aux autres, d'accueillir les enfants étrangers, et notamment par et avec des livres bilingues ou trilingues, de défendre le fait que la démocratie s'apprend et que pour cela, il faut être conscient que nos valeurs ne sont pas universelles. Suzanne Buquier est une militante de l'apprentissage des langues étrangères dès la maternelle. Elle est convaincue que plus les enfants découvrent tôt la diversité des langues, plus leurs réactions d'intolérance sont limitées. En 1989 et jusqu'en 1992, Suzanne Buquier prend la direction du secteur jeunesse et multiculturel des éditions Syros Alternatives. La collection L'Arbre aux accents voit le jour. Donc l'Arbre aux accents, les trois là, vous voyez les roues. Il s'agit de triptyques bilingues qui proposent pour chaque pays un livre de cuisine, un livre de contes et un livre de nouvelles contemporaines. Et la collection, elle est conçue pour favoriser un dialogue vrai avec l'autre, avec celui qui parle une autre langue et qui a parfois une autre, pardon, est-ce que c'est bien ça, une autre écriture, une autre religion, d'autres références que la nôtre. Et pour pallier à la vision forcément déformée, parfois stéréotypée que l'on peut avoir sur un autre pays, pour ne pas parler à la place d'eux, la règle d'or est de ne faire appel qu'à des auteurs-illustrateurs originaires du pays en question. C'était une approche quand même très radicale, assez intéressante par rapport au débat qu'on voit émerger aujourd'hui. La collection évite ainsi tout ethnocentrisme. Suzanne Buquier lance et anime également la collection Feuilles, qui se propose de faire découvrir le monde aux plus jeunes, 5-7 ans, par les contes ou la poésie. La collection Pollen, autour de l'écriture et de la calligraphie, ainsi que des albums consacrés aux situations d'enfants emportés dans le tumulte du monde des adultes, nos droits d'enfants, avec assez vite des ouvrages sur le droit des enfants. Au début des années 90, selon Suzanne Buquier, 2 drames guettent l'Europe: l'exacerbation des nationalismes et l'uniformisation culturelle. C'est assez visionnaire. En 2017, c'est lorsque j'ai écrit ce papier, nous avons plus que jamais besoin de poursuivre son travail. L'ouverture aux autres est une absolue nécessité. Le multilinguisme et la notion de langue-culture sont tout simplement essentiels. Et c'est ensuite qu'on a redémarré, en tout cas avec du Lala, un certain nombre d'ouvrages, mais Syros s'était déjà réapproprié cette question du bilinguisme et du multilinguisme qui avait été un tout petit peu poursuivi, mais d'une autre manière, en mettant de côté un petit peu justement le bilinguisme et le trilinguisme. Donc là, vous voyez des exemples de livres qui ont été publiés à différentes époques, et puis des archives aussi, parce que je sais qu'on est dans un colloque de chercheurs, donc il y a encore ces archives. Il y a beaucoup de trous dans les archives Syros, mais il y a ces archives avec des catalogues, et notamment ce qui était dit de ces collections, que je trouve assez génial de le lire. Donc voilà, pour la collection L'Arbre aux accents, je vous en ai donné pas mal de détails, et c'est vrai que c'est une collection complètement dingue. Moi, quand j'ai découvert ça, en arrivant chez Syros, je me suis dit, mais c'est fou d'avoir publié ça. Voilà, un bilingue. Alors le graphisme n'était quand même pas génial, mais en termes de projet, c'était très audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis la collection Racine, je ne savais pas que l'écriture était dans cette collection, c'est en fouillant dans les catalogues qu'on voit le propos qui est tenu sur des livres dont certains disparaissent assez vite et puis d'autres perdurent.
Donc dans le développement des civilisations, l'invention de l'écriture marque un tournant décisif. Les écrits, les livres sont la mémoire de l'humanité, ils permettent à chaque génération d'avancer en s'appuyant sur les découvertes et l'expérience de celles qui l'ont précédé. Racine, des étapes importantes dans l'histoire des hommes, une collection animée par Suzanne Butier. Ça c'est assez fort aussi. Donc voilà cet héritage qui est magnifique et je trouve qui est encore aujourd'hui plus que jamais essentiel. C'est vrai qu'on n'est pas si nombreux parmi les éditeurs à s'atteler à cette question du livre multilingue et plurilingue, mais je crois que ça va être le sujet d'une conférence après la pause déjeuner. Alors pour parler de cette ouverture aux autres cultures, ça a pris d'autres formes aussi chez Syros, et dont une qui est très connue, qui s'appelle Parole de conteur, que vous connaissez sans doute toutes, qui a continué à perdurer un peu sous toutes ces formes, qui existent encore un peu aujourd'hui avec des recueils des grandes conteuses, Brahim Guépara, Catherine Zarcat, Muriel Bloch, ou la collection Mini Syros, qui sont des collections qui peuvent rentrer partout, parce que très peu chères, sans images, mais que les enfants adorent quand ils rentrent en lecture, de redécouvrir ces contes du monde entier, qui est vraiment une manière d'aller découvrir le monde. Et puis le Tour du monde d'un conte, qui est plus récent dans l'histoire de Syros, avec des versions très différentes des contes les plus connus et les plus aimés, racontés depuis des siècles à travers les pays du monde entier. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît cette collection et qui existe aujourd'hui encore en recueil uniquement. Et moi, j'avais découvert à l'époque que effectivement un conte c'est comme un diamant. Et généralement, on n'en connaît qu'une ou deux facettes parce que la publication de Perrault ou de Grimm, parce que ça a été publié, donc gravé dans le marbre, ont écrasé toutes les autres. Mais finalement, il y a des centaines de versions qui ont été diffusées partout dans le monde, et on va retrouver, ça a été la classification Arne Thompson, voilà, de contes type, qui va mettre sous sa même appellation tous les contes qui vont finalement avoir un propos, la profondeur du propos qui est le même, un même schéma, et puis il y a énormément de variantes propres à chaque culture, mais finalement ce sont les mêmes histoires qu'on se raconte dans le monde entier. Donc ça c'est assez beau. Donc Tour du monde d'un conte, c'est de découvrir les différentes facettes d'un conte connu avec des versions du monde entier. Donc ça a été, et c'est comme ça qu'on a, je crois que Dulala a découvert Syros, puisque dans une mallette autour du petit chaperon rouge, il y avait le Tour du monde d'un conte du petit chaperon rouge qui avait été accroché, et on a commencé à se parler sur le salon du livre de Montreuil, à l'époque de Titon, dont je vais vous dire un mot, puisque Dulala avait reçu le label européen des langues, et Tiptong a également reçu ce label. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Tiptong, ou je redis un petit mot quand même de cette collection. Donc c'est une collection de romans qui passe du français et petit à petit vers la langue autre que le français, si on ne veut pas utiliser le mot langue étrangère, mais autre que le français. C'est une collection qui s'appuie sur le plaisir de lire, et qui donc a plusieurs particularités. C'est que ce sont des super histoires, ce sont vraiment des romans qui sont écrits par des auteurs et des autrices de littérature. Donc avant tout, c'est de la littérature, ce sont des super histoires avec des personnages incarnés qui ont une profondeur psychologique, avec une aventure qu'on a envie de suivre, et c'est ce qui fait que ça va fonctionner, parce que Tipton va déclencher ce qu'on appelle la motivation endogène. L'enfant va avoir envie de continuer cette histoire parce qu'il est pris dans cette histoire. Il y a quand même beaucoup de romans un peu à enquête. Donc le jeune lecteur, il a le même niveau de langue que le héros dans le roman. Il y a tous les niveaux dans Tipton. Et puis ce héros, il part pour X raison, c'est le romancier qui invente, dans un pays, dans un autre pays, et il va être confronté, comme dans un voyage linguistique, dans un autre pays, on parle une autre langue. Donc il va falloir qu'il se débrouille. Alors la narration, elle est en français au début, et puis toutes les stratégies qu'on peut avoir dans la vraie vie pour comprendre une langue, se faire aider, se faire mimer, chercher dans un dictionnaire, vont permettre au héros de se débrouiller dans cette histoire et le lecteur avec. Donc c'est une manière très très fine d'entrer dans la langue. Il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de note en page, et les occurrences, on travaille sur les mots transparents, etc. Les occurrences, petit à petit, de ce qu'on va découvrir et comprendre, font qu'on glisse petit à petit entièrement dans la langue, soit anglais, allemand ou espagnol. Et le dernier chapitre est à 100%
dans la langue autre que le français. Et ce qui fait que ça fonctionne d'une manière assez dingue, c'est que les enfants comprennent tout et ils sont en joie. Donc ils ont lu un roman qu'ils ont adoré, et en plus, ils ont pris confiance en disant « j'ai tout compris là-bas ». Donc c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'air de rien, sans effort, le cerveau, parce qu'il est pris de passion pour l'histoire qu'il est en train de dire, va entrer dans cette langue, et aussi parce qu'une langue, eh bien, je vais y revenir après, c'est intrinsèquement lié à une culture. Donc voilà, à une manière de vivre, à une manière de penser. Donc aujourd'hui, Tiptong, ce sont on doit en avoir, je ne sais plus combien on a 35 livres au catalogue, je crois, c'est beaucoup. Il y a 3 langues. Le démarrage, c'était en anglais, et le fait d'avoir réussi à aller vers d'autres langues, ça a permis d'avoir ce label européen des langues. Donc il y a la version audio qui est toujours proposée. Le audiobook est gratuit, entièrement lu, il y a un QR code, c'est très simple, parce qu'évidemment, ce qui est proposé avec Tiptong, c'est d'entendre la langue avec des accents authentiques. Donc, et puis c'est aussi une langue qui n'est pas la langue des livres scolaires, c'est la langue qui est parlée comme elle est parlée dans le pays. Donc il y a un travail d'authenticité aussi de la langue qui est proposée, et dans les accents, et dans la manière d'échanger en direct. Et quand on met le casque sur les oreilles, ou qu'on écoute sur son enceinte ou son ordinateur, et bien là aussi, le cerveau il fait travailler tout seul entre la graphie et la phonie. Donc je lis et j'entends comment ça se prononce, et je vois que c'est... et petit à petit, je fais le travail sans m'en rendre compte. Donc cette dimension audio, elle est essentielle, et ça, c'est les nouvelles technologies qui l'ont permis. Hein, vous parliez des cassettes à l'époque, des enregistrements. Bon, finalement, tous les livres Syros autour des langues n'ont jamais eu de version audio. C'était vraiment un frein, c'était vraiment compliqué de faire entendre ces langues, parce que c'est ça aussi qui est assez formidable de les entendre. Donc les bibliothécaires faisaient le travail visiblement d'enregistrement, et c'est génial. Aujourd'hui, on a quand même des moyens d'avoir du MP3 assez facilement. Bon, évidemment, c'est un coût, hein, mais c'est essentiel pour les livres aujourd'hui audio, qui est autour des langues chez Syros. Aujourd'hui, la question de l'audio, elle est toujours liée. Si vous avez envie de vous balader un petit peu dans le monde, parce que oui, il n'y a que 3 langues, et on nous en réclame d'autres dans Tiptong. Enfin, déjà, on se balade pas mal avec 3 langues, et après, il y a évidemment des raisons économiques, mais on va en parler si vous voulez. Donc, il y a une carte interactive que vous pouvez retrouver sur Internet, et puis on peut se balader, dire où est-ce qu'on veut aller et quel roman on peut découvrir pour aller dans cette partie du monde. Voilà, pour revenir à cette histoire de langue et culture, c'est le, je ne sais pas si vous connaissez le CECRL, c'est en fait la Bible un peu européenne qui permet de faire les programmes scolaires d'apprentissage des langues avec des attendus que les enseignants connaissent bien. On doit donc les niveaux A1, intermédiaire, B1, etc. C'est un niveau un peu européen, et donc il y a une philosophie de CECRL qui est passionnante, parce qu'en fait, ce sont des pédagogues, des chercheurs qui ont travaillé ensemble sur CECRL avec cette question notamment qu'on n'apprend pas une langue uniquement avec sa grammaire en fait. On apprend une langue et la culture en même temps, et que le but d'apprendre des langues vivantes, c'est bien les échanges internationaux, comprendre les autres, un monde plus tolérant, un monde de paix. Donc le CECRL, c'est ça, la philosophie de cet énorme dossier qu'aucun enseignant, je pense, ne lit, mais c'est parce qu'ils ont déjà suffisamment de choses à lire, hein, mais c'est la philosophie, et c'est la philosophie de Tiptong, qui est de se dire qu'on apprend une langue, parce que Stephanie Benson, qui est la créatrice et qui a inventé cette collection, elle est autrice de littérature jeunesse, elle publie chez En Souris Noire depuis longtemps, elle a publié des romans adultes, c'est une écrivaine, et puis elle est chercheuse en didactique des langues à l'université Bordeaux-Montaigne. Quand on lui a dit, mais toi qui es écrivaine, comment on pourrait faire pour que les enfants soient finalement meilleurs en langue vivante, et elle s'est basée sur des travaux de chercheurs japonais et américains sur le fait que finalement on apprend une langue avec les histoires. Si nous on sait parler, c'est qu'on nous a raconté des histoires. Donc on a besoin de ces histoires, et puis il y avait quand même la difficulté d'être dans le tout anglais ou le tout allemand, parce que il faut se dire que quand on découvre une autre langue, on a 2 ans en fait.
Donc il faut qu'on redécouvre la totalité et on ne peut pas rentrer entièrement dans l'immersion totale en France. C'est artificiel. Donc de passer, elle a vraiment mis un pavé dans la mare en disant bah oui, on part de sa langue d'appui pour aller vers l'autre langue. Et ça, c'était vraiment novateur. Donc il y a des enseignants qui ont trouvé ça un peu. Et c'est un peu ce qui est en train de grandir aujourd'hui, mais on était encore dans l'immersion. Sauf que si on n'est pas dans l'autre pays, ben, l'immersion est quand même artificielle et difficile. Or, si on s'appuie sur sa propre langue pour comprendre la langue de l'autre, et à travers une histoire, encore une fois, à travers des personnages incarnés, et ben on y va, on casse les barrières. Parce qu'il y a un stress quand même à ne pas comprendre les langues autres qu'on ne connaît pas. Voilà. Et puis ça fonctionne aussi, mais ça j'ai passé très vite, parce que c'est positif et affectif. Mais ça rejoint ce que vous disiez ce matin, c'est-à-dire que c'est aussi les pédagogies nouvelles, c'est aussi l'éducation bienveillante, c'est aussi prendre en compte le bien-être qui fait que parce que on a du plaisir, et bien on rentre plus facilement et on voit les choses différemment. Et de toute façon, de manière générale, la littérature, c'est une ouverture aux autres, et les études le montrent, ça développe l'empathie, ça développe la tolérance. La littérature, de toute façon, quelle qu'elle soit. Voilà, on a développé avec du Lala une déclinaison de Tipton pour les plus petits qui s'appelle Tipton Kids. Donc vous pouvez, c'est pour vous, hein, vous pouvez vous constituer votre petit sac. J'ai mis un spécimen d'un Tipton gros roman, comme ça vous pourrez expérimenter, faites-le, lisez-le, vous allez voir, même si vous parlez pas anglais, vous allez tout comprendre. Et puis un petit Tipton Kids aussi pour que vous voyez de quoi je parle, parce que je crois qu'il faut les avoir en main et se les approprier. Donc c'est pour vous, c'est gratuit. Et on réfléchissait à ça avec du Lala, donc je vais vous parler de nos projets avec eux ensuite, sur finalement, d'ailleurs je ne sais plus qui citait, un enfant citait ça, je crois, dans la bibliothèque de Clamart en disant tu vas avoir des bonnes notes en anglais, ben viens, pour attirer. Ben, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que comme c'est l'anglais en fait qui est enseigné principalement dans les écoles, il y a quand même une hiérarchie des langues, hein. Il y a les langues qui sont valorisées et qu'on doit apprendre, et puis il y a les autres dont on n'entend pas parler. On s'est dit, ben, comme l'anglais est au programme, publions des romans avec cette philosophie Tipton qui permettent d'apprendre l'anglais, mais qui vont valoriser la diversité des langues et des cultures. Donc on retrouve une petite bande d'enfants dans ces romans, les Tipton Kids, qui découvrent l'anglais dans leur classe avec leur maîtresse, mais qui viennent d'horizons différents et qui vont découvrir aussi la diversité des langues en présence dans la classe, qui va être de manière un peu subtile proposée. Et donc ça, c'est des réflexions qu'on a eues avec du Lala, avec des mots autres que l'anglais et le français qui vont arriver dans cette collection. Avec aussi cette proposition qu'il y a dans les romans, mais aussi dans les développements, de constituer l'arbre à langue. Alors l'arbre à langue avec l'anglais, mais pourquoi pas avec quelles sont les langues en présence, et qu'est-ce qu'on peut s'amuser à comparer aussi les mots. Donc là, si ça vous intéresse aussi, il y a plein de vidéos qui vont décrire ce bain de langue qui est proposé avec Tipton Kids, et comment des enseignants peuvent s'en emparer. Voilà, je vais passer très très vite, mais pour dire qu'aussi, finalement, plus c'est tôt, mieux c'est. Ça, c'est ce que disait Suzanne Buquier. Donc vous allez voir après avec du Lala, c'est des livres pour les plus petits. Mais aussi, c'est un peu contre-intuitif. On peut imaginer que l'entrée des enfants en lecture, c'est pas le moment de les embrouiller avec d'autres langues. Eh bien, au contraire, la comparaison des systèmes de langue va faciliter la compréhension de sa propre langue et de son propre système de langue s'il est comparé avec d'autres. Voilà. Et sur les sons, et sur la grammaire, et sur la manière de dire le monde, qui n'est pas unique en fait, et qui est multiple. Donc l'entrée des enfants en lecture, c'est le moment rêvé, au contraire, pour les initier à d'autres langues. Donc là, il y a tout le principe, et là, je vous montre. Et puis, il y a la prononciation qui est apportée grâce à un petite mascotte un peu magique qui est dans la classe et qui aide, et qui lui connaît un peu tout sur tout. Juste pour vous montrer que celui qui va aider le petit Mohamed dans cette première aventure à trouver des mots anglais dans son environnement, parce qu'il y en a plein en fait, c'est son grand-père Jedi, qui lui va parler de l'importance des langues. Et ils vont se parler un tout petit peu à un moment en arabe marocain dans l'histoire. Et puis on va découvrir les langues des copains et des copines
TikTok Kids, à la fin, il y a à chaque fois une chanson qui est proposée, parce que la musique, c'est aussi un accès à la culture. Et puis là, on voit les langues dans le monde à la fin avec Jedi qui a beaucoup voyagé, et puis les langues qui sont parlées en présence dans la classe. Donc ça, c'est le propos aussi de Dulala, de redire qu'en France, un enfant sur 4 grandit avec une autre langue que le français, et que c'est pas du tout valorisé, et que c'est invisibilisé. Donc si on fait le test, et ça permet d'ouvrir le dialogue, et généralement les retours qu'on a pu avoir, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la lumière qui apparaît dans les yeux des enfants, parce que pour la première fois, on va leur parler de la langue qu'ils entendent à la maison ou ailleurs. Voilà, donc un mot sur Dulala, que tout le monde connaît peut-être ou peut-être pas, donc j'en profite. Diane Chénouf, qui est la présidente de Dulala. Secrétaire générale. Secrétaire générale, c'est Anna Stevanato, pardon, la présidente, qui est là, donc vous pourrez échanger avec elle aussi ce midi lors du déjeuner. Donc c'est une association qui a été créée en 2009 et qui est une référence dans l'éducation en contexte multilingue. Donc c'est surtout un organisme de formation et un organisme de promotion du multilinguisme et du plurilinguisme, dans l'idée de valoriser le fait que toutes ces langues en présence, c'est une chance pour chacun, une chance pour tous aussi, de mettre en valeur ces langues et de proposer des ressources sur l'ouverture aux autres langues. Donc nous, on a publié avec Dulala Chapushka et Galinella Rossa, qui sont ici. Le conte d'Elsa Valentin, que vous connaissez peut-être, qui avait déjà fait un travail sur la langue avec Bou et les 3 ours, au poisson soluble, qui était jubilatoire. Le plaisir de raconter une histoire avec des mots inventés, et c'est pas grave, parce qu'on comprend et on suit la trame de l'histoire, parce qu'on la connaît. Eh bien, elle a fait le même exercice avec le petit chaperon rouge et avec la petite poule rousse, sauf que dans le petit chaperon rouge, il y a 40 langues, autres le français, qui s'invitent dans l'histoire. Mais comme la narration principale est le français et qu'on connaît un peu l'histoire du petit chaperon rouge, on est à aucun moment gêné. Et vraiment, là, les langues en présence, c'est comme des petits diamants aussi, qui brillent sur ce chemin. On comprend tout et on a un plaisir immense à les lire, avec un avertissement qui dès le départ, qui dit « Cher lecteur, chère lectrice, si tu rencontres dans cette histoire de curieux mots venus d'ailleurs, rassure-toi, n'aie pas peur, ces mots-là ont voyagé. Ils sont ravis d'être invités, alors surtout, t'en fais pas, amuse-toi à les dire, à les écouter, à les chanter. Tant pis si tu les dis pas bien. De toute façon, si on a envie de les entendre, il y a la version audio qui est attachée à ce livre. On peut entendre Elsa Valentin le raconter avec une chanson. Et puis surtout, il y a tous les mots qui vont être lus par les locuteurs natifs qu'on peut retrouver sur le site du Dulala, entendre chaque mot dit par une personne de ce pays. Donc c'est des contes assez géniaux à lire. Il y a plein de ressources pédagogiques qui sont proposées. Donc ça, c'est le petit texte sur le nombre de langues parlées en France qui sont quand même assez énormes. Donc suite à cette première collaboration, on a publié Comment tu dis, qui est là, qui est très grand, et qu'on a voulu très grand pour qu'il soit très visible partout, en bibliothèque, dans les PMI, dans les cabinets de médecins, d'orthophonistes, et partout où on peut avoir besoin d'avoir des livres pour entamer le dialogue, échanger avec des parents pour lesquels le français n'est pas la première langue. On a voulu faire un livre très beau et très grand à partir du travail de Lexi Lala, qui est un travail initié aussi par Dulala, qui présente aujourd'hui, je ne sais plus combien de mots, 600 peut-être, 600 mots traduits en 17 langues, sur tous les mots de l'école, de l'enfance et de la médiation. Donc, et à partir de ces mots, on peut les entendre, on peut faire des cartes, on peut s'en servir. Donc c'est vraiment une ressource assez incroyable pour faciliter les échanges et la valorisation des langues. Donc on a choisi, nous, d'en prendre que 120 et que des mots à hauteur d'enfant pour un livre qui s'adresse aux enfants. Donc c'est un grand imagier je vais vous présenter rapidement. Donc on a fait une première version 12 langues. Et puis, on a fait un petit tirage, hein, parce que on sait qu'on n'est pas
dans, ce qui se vend le plus en littérature de jeunesse, mais on l'a épuisé assez vite, en 1 an. Et donc on l'a réédité en 17 langues, puisque le travail de lexique Lala se grossit. Donc les langues qui ont été rajoutées, c'est l'albanais, l'allemand, l'ukrainien, ça c'était important, l'hébreu, le portugais. Donc comment ça fonctionne? Il y a des QR codes, on scanne le QR code et on arrive sur une page où on va pouvoir entendre tous les mots, si on le veut, s'amuser à l'écouter, mais rien que là, on peut, qu'on parle une langue, 2 langues, 3 langues, son voisin, son copain, sa tante, son frère, son frère ou ses amis, il y a toujours des langues en présence, et donc comment tu dis toi ce mot, et on peut s'arrêter sur 1 ou 2, et puis ça peut être déjà une manière de découvrir cette diversité et d'apprendre des mots, pourquoi pas. Donc on a proposé un peu sur le modèle des premiers imagiers trilingues de Syros il y a très très longtemps. Il y avait tout un discours sur des pages complexes, c'était des photos, hein, c'était des livres photos, mais il y avait des grandes pages complexes et puis des pages d'imagiers traditionnels, hein, un mot, un objet. Mais ces grandes pages complexes, là il y en a 12 à hauteur d'enfant, donc il y a l'école, les vêtements, la nourriture, le monde, etc., permettaient d'aller beaucoup plus loin que l'imagier finalement, puisque avec le parent ou la personne qui va regarder ce livre avec l'enfant, eh bien il peut faire parler l'enfant, déjà par peut-être exemple, ou échanger sur des situations, faire des phrases, raconter, décrire. Donc là, il y a énormément de mots qu'on ne va pas retrouver derrière, mais finalement qui peuvent apparaître dans cette médiation. Ça, c'était le propos de Syros il y a des années, qu'on a trouvé formidable. Et puis le travail de Gilles Escamilla est magnifique, parce qu'évidemment, on ne voulait absolument pas figer trop fortement ce qu'était une famille, par exemple, comment représenter une famille aujourd'hui. Donc, la diversité des couleurs de peau ou des situations vont être représentées à chaque fois. Et puis dans cette imagerie, on avance comme ça de fil en aiguille avec des liens qu'on va pouvoir retrouver, et très inventifs, dont je passe assez vite. Mais par exemple, pour représenter la maison, elle a eu l'idée de représenter un déménagement. Du coup, on ne fiche pas ce que c'est qu'une maison aujourd'hui pour des enfants. C'est un petit peu plus large que ça. Et de la même manière, pour les vêtements, eh bien, on va dans un magasin. Comme ça, on n'est pas en train de regarder une penderie idéale d'une chambre d'enfant qui aurait à peu près la totalité de ce qu'on peut imaginer comme objet. Donc, c'est vraiment très fin dans la manière d'aborder les représentations. De la même manière que l'hôpital, on va pouvoir retrouver une personne en situation de handicap, une personne âgée, une femme qui va bientôt accoucher. Donc tout ça, même si c'est pas après dans l'imagier, il y a énormément de situations qui peuvent être décrites, qui peuvent être montrées. Voilà. Puis avec un espèce de lien de l'imagier, donc de l'accident, on passe au pompier, on passe à la blessure, on passe au pansement. Donc il y a aussi un chemin qui est pensé d'un mot à un autre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un imagier plurilingue? Il y a déjà des pistes qui sont proposées à la fin du livre. Et puis surtout, on renvoie à lexilala.org sur les ressources, où alors là, vous avez pléthore de choses à faire. Donc déjà, on peut retrouver, comment tu dis, avec le son. Si on coche les langues qu'on souhaite, parce qu'on a finalement un petit groupe qui a telle et telle langue, on coche et on télécharge la fiche PDF où il va y avoir que les mots concernés. Puis aussi, il y aura des traits blancs pour compléter avec d'autres langues. Il y a également que faire avec l'imagier, donc plein de jeux et de pistes à faire pour s'amuser à retrouver des mots qui se ressemblent. Et il y a vraiment des mots qui ont des consonances sonores proches, alors qu'on ne peut pas imaginer que ces langues aient des liens entre elles. Et puis on peut fabriquer son propre imagier. Donc il y a l'imagier vierge, il y a l'imagier mixte, l'imagier à traduire, on imprime et puis on s'amuse à faire tout ça. Voilà, donc pour des formations ou des ateliers, vous pouvez contacter du Lala, donc c'est le métier premier. Puis Julie Escoriza, il fait aussi plein d'ateliers, d'ateliers avec les enfants, autour de cette imagerie et d'autres choses, d'ateliers créatifs. Et puis pour terminer, je vais vous montrer en avant-première. Nos représentants ne le savent pas encore, on n'avait rien dit.
2 ouvrages qu'on va publier avec Dulala en octobre, parce que vraiment, j'avais envie qu'on continue justement ce travail et comment s'adresser à des plus petits et comment peut-être trouver des livres qui soient plus grand public, parce que c'est vrai que Chapouchka et Gélinéla, on adore, et ils sont portés par les bibliothèques et par Dulala, mais ce n'est pas les livres qui s'installent dans un centre de librairie si facilement que ça. Ça peut faire peur. Le Grand Amiagier, il est absolument magnifique, et on en a vendu déjà un tirage, on fait celui-ci, mais c'est quand même plus les collectivités en fait, qui vont s'en emparer. À Montreuil, au Salon du Livre, par exemple, on n'en vend pas tellement, c'est quand même 29 €, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, c'est pas si simple. Donc ça, c'est un projet qui est super de Lali Webb, qui est autrice et illustratrice de ce projet, et qui est aussi en charge des contenus pédagogiques de Dulala, donc complètement associé à cette association. Et ours, chat, morve, phoque et autres animaux venus d'ailleurs, c'est pas du tout la couverture définitive, c'est un premier projet. Ça sera un livre à flap pour les petits, où on va s'amuser à faire deviner aux enfants quel animal est appelé ours-chat en chinois mandarin. Donc il y aura la prononciation écrite en dessous, et puis on pourra entendre aussi. Mais là, il y aura la prononciation, je ne l'ai pas écrite ici. Alors vous avez deviné? Oui. Tout le monde? Non. Allez, lancez-vous. Ah ben oui, le panda, en plus c'est sur la côte. C'est vrai. Mais alors, je vais faire un petit jeu avec vous. Quel animal est appelé en turc dromadaire oiseau? Autruche. Quel animal est appelé en gaélique irlandais morve-phoque? Une méduse. Oh. Et quel animal en japonais est appelé aiguille-souris? C'est pas mal ça. Ouais, hérisson. Mais ce qui est génial, c'est de voir comment la langue utilise, dans certaines langues, pour décrire l'animal qu'on connaît, elle utilise 2 mots, et c'est plus ou moins intuitif, je dois dire. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de rigolo? En portugais, baiser-fleur. Le colibri. C'est magnifique. Donc c'est très très drôle. Je pense que ça va être... Bon, il y a 12 animaux comme ça. Il y a du wolof, du créole martiniquais, de l'anglais, de l'arabe, du japonais, du serbe, du finnois, du mandarin, du portugais, du gaélique irlandais, du vietnamien, de l'arabe, de l'anglais et du turc. Donc il paraîtra en octobre. Je trouve que c'est une manière, alors là, très grand public et très ludique, d'aller par les animaux, vers les langues et les systèmes d'écriture, puisqu'on aura l'écriture et on aura l'audio. Et puis, ça c'est quelque chose auquel aussi on tenait. Ça, le Syros, avec sa première collection, l'arbre à livres, avait les recettes. Il y avait les recettes, les contes et les nouvelles contemporaines. Et je trouve que la nourriture, c'est vraiment le lieu du partage, le lieu du voyage aussi des aliments et des recettes qu'on se passe les uns les autres. Et puis les enfants sont très gourmands comme les adultes. Donc on va publier un grand livre de recettes qui s'appellera Les recettes de mon quartier, avec une petite fille qui rêve de devenir chef cuisinière et qui va glaner les recettes dans son quartier, auprès des voisins, des commerçants, des bibliothécaires qui sont à côté ou dans les livres, et qui va donner toutes ces recettes-là pour qu'on s'amuse à les faire avec les enfants. Et ça sera illustré par Miguel Pong, qui est un illustrateur qui fait là, je sais pas, c'est pas le livre, hein, mais c'est pour vous montrer son travail qui fait de la peinture et qui vit à Barcelone. Il va faire un travail magnifique, et on est avec Dulala sur ce projet pour tous les développements pédagogiques. Et évidemment, il y aura des anecdotes sur les mots, d'où viennent les mots, d'où vient le mot café par exemple, dans la recette du tiramisu qui est italien, et ce mot café il vient. Donc il y aura des petits focus comme ça sur les langues et sur la culture et sur la nourriture. Voilà pour Dulala. Donc dans le petit sac que je vous ai donné, vous pourrez retrouver les essentiels autour de Syros et l'ouverture aux autres cultures. Donc là, j'ai pas le temps d'en reparler là, mais il y a aussi le Taxi Blues de Papadiop qu'on a réédité, qui n'a pas pris une rigue et qui a des versions audio. Il y a un artiste qui est comme personne pour peindre le Sénégal. Les contes du duo Huile d'olive et beurre salé, qui mélange l'italien et le français. Elle est bretonne, elle est italienne, et on a des chansons en italien
et c'est des versions d'autres pays qu'on nous propose. Comme tu dis, nos albums qui viennent d'ailleurs, puisqu'on publie des albums japonais, par exemple de Akiko Miyakoshi, ou encore cet album-là que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Toutes ces femmes que je pourrais être, qui est absolument magnifique, qui est publié par Tara Books, qui est un éditeur indien qui fait un travail formidable, et là, qui donne la parole à une femme artiste, qui est artiste à ses heures perdues, et ses heures perdues, elle n'en a pas beaucoup, puisqu'elle est mariée, qu'elle a plein d'enfants, elle doit s'en occuper, elle n'a jamais voyagé, mais par contre, elle, à travers l'art, à travers le dessin, elle imagine ce que c'est qu'être une femme libre, et c'est très puissant sur l'art qui permet de comprendre le monde, de penser le monde, et aussi de s'évader. C'est superbe. Donc je vous invite à le découvrir, et comme je sais qu'il y a beaucoup de bibliothécaires, j'en profite pour faire un petit focus sur Raconte, l'histoire du premier rat, la véritable histoire du premier rat de bibliothèque, qui est fait avec la BNF et qui est une découverte de la Bibliothèque nationale de France, mais un petit rat qui vient de Ankara. Donc lui fait un grand voyage pour aller retrouver le manuscrit de son grand-père qui a écrit un livre et, de manière anonyme et qui avait été censuré. Donc le dernier exemplaire se trouve à la BNF, vous pourrez le découvrir aussi, je l'ai amené. Donc voilà, un bel hommage aux bibliothécaires, avec un petit documentaire, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup à la fin de ce récit, sur ce qu'est une bibliothèque d'où elles viennent. Et voilà, on sait que c'est très apprécié, on le réimprime là, parce qu'il a très bien fonctionné. Sur ces lieux que sont les bibliothèques qui permettent quand même de faire de sacrés voyages à travers le monde et les documents. Voilà. Ah oui, moi j'ai une question. En fait, c'est plutôt pour vous faire part d'une frustration que j'assume totalement. Je suis comme les enfants, je cherche ma langue. Moi je suis arménienne et je ne vois pas l'arménien alors que c'est une langue de France. On va très loin, je veux bien, mais l'enfant arménien qui est en France, alors que l'arménien est vraiment reconnu comme une langue de France, où est-ce qu'il trouve sa langue? Alors ça va être la prochaine édition. Justement, moi je disais, si vous n'avez... Peut-être Ivan peut répondre, je ne sais plus quelles sont les langues qui vont arriver, mais c'est possible. Non, par ici, là, vous n'êtes pas dans la partie. Donc c'est juste pour dire, si vous manquez de personnes ressources, moi je suis à votre disposition. Alors ça, c'est voilà, pour réparer un peu une injustice comme ça, ce serait bien. Bien sûr. En fait, en tout cas, Dulala fait régulièrement appel sur les réseaux à des ressources pour vérifier les langues, pour aller chercher, pour enregistrer aussi les langues. Donc je ne sais pas où ils sont en soins avec l'arménien, je vais te poser la question. Et quand on avait imaginé, quand on a sorti l'imagier avec 12 langues, oui, bah oui. forcément c'était toujours le mais pourquoi il n'y a pas telle langue, pourquoi il n'y a pas telle langue. Et donc on en a fait 17, et en fait il y en a 600 parlés en France, mais c'est sûr que l'arménien il est essentiel, et j'espère que ça sera le prochain. Mais c'est vrai que déjà dans la première édition, on invitait les enfants qui ne trouvent pas leur langue à aller regarder aussi sur le site de l'Ixilala, parce qu'il y a plus de langues qui sont nourries au fur et à mesure, et puis aussi surtout d'écrire sur le livre, de rajouter sa langue. Et donc les petits imagiers qu'on peut imprimer aussi, c'est de fabriquer son propre imagier avec sa langue. Voilà. Mais il y aura la frustration, là c'est sûr que c'est normal, je comprends. Mais si vous avez raison, c'est le moment de parler aux éditeurs. On a encore le temps peut-être pour une ou deux premières questions. Ouais. Vous avez évoqué au tout début, dans ce dont vous vous êtes servi notamment pour faire votre hommage, pour écrire votre hommage à Suzanne Bucquier, les archives de la maison Syros, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Est-ce qu'il y a des archives officielles de la maison Syros et est-ce qu'elles sont accessibles aux chercheurs? Alors, elles sont accessibles sur demande aux éditions Syros. Donc il y a une partie qui est dans nos locaux, une partie qui est Archives Éco, et il me semble hélas qu'il n'y a pas d'archives Syros à l'IMEC. Non, il n'y en a pas, ça je comprends. Non mais voilà, parce que moi j'ai découvert assez tard que finalement, alors que Nathan a toutes ses archives à l'IMEC et qu'on est rattaché à Nathan aujourd'hui, il n'y avait pas les archives Syros, pour des raisons d'abonnement ou j'imagine, de choses comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai des boîtes que j'ai gardées qui sont pas... il y a une partie chez Archives Éco et il y a une partie ici parce que justement quand il y a besoin, c'est déjà arrivé que des étudiants ou chercheurs viennent
voilà, emprunter, enfin, ou sur place, consulter sur place, tous les catalogues qu'on peut avoir. J'ai fait déjà 2 déménagements Syros, et j'ai pensé vraiment aux chercheurs, parce que vraiment quand on se retrouve avec un bureau entier de papier, on ne sait pas ce qui est important ou pas important. On a un peu envie de dire, bon, je jette tout, mais surtout pas. Mais on ne peut pas tout garder, donc c'est à trier. Donc, voilà. Donc on a fait déjà, quand on était parti de la rue Méchin pour aller à Avenue de France, ce tri, en gardant beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on tombe sur des trésors, hein. Bon, des courriers, des problèmes avec différentes personnes. Et puis surtout, la manière de présenter les livres, les documents de présentation des collections, les catalogues, etc., ça on les a gardés. Évidemment, et là il y a en plus encore un déménagement actuel, donc il faut faire très attention. Et à qui on écrit pour demander? Ah bien, d'accord. Un peu sur les épaules, là, ça peut dire. Il y a des trous, hein, dans les archives. Ça c'est sûr. Mais on en a. Une dernière question? Non. Très bien, écoutez, merci vraiment pour cette matinée qui était très riche.